Ce texte, j'avais fini par l'oublier. Il devait paraître dans le Nouvel Observateur au début de l'année 1980 et constituait une partie de l'ouvrage que nous avions en projet, Sartre et moi, depuis plusieurs années. À la lecture des épreuves, les proches sartriens réagirent très violemment. Et puis tout alla vite. Sartre entra à l'hôpital Broussais, où il devait mourir peu après. La publication du texte dans l'hebdomadaire se poursuivait et scandalisait, semble-t-il, une partie des lecteurs. Alors vint le temps de l'injure, écrite ou chuchotée. Sartre ne pouvait plus rire de ceux qui le traitaient en vieillard. Nulle parole ne pouvait s'entendre dans un temps où la vieillesse n'évoque plus la sagesse, mais seulement la menace de la déchéance. Il n'y avait donc rien à dire. Il fallait juste s'absenter. Ce texte, après 10 ans, j'avais fini par l'oublier. Depuis quelque temps, tu t'interroges sur l'espoir et la désespérance. Ce sont des thèmes que tu n'abordais guère dans tes écrits. En tout cas, pas de la même manière. Car j'ai toujours pensé que chacun vit avec de l'espoir, c'est-à-dire croit que quelque chose qu'il a entrepris ou qui le concerne, ou qui concerne le groupe social auquel il appartient, est en train de se réaliser. Je pense que l'espoir fait partie de l'homme. L'action humaine est transcendante, c'est-à-dire qu'elle vise toujours un objet futur à partir du présent où nous la concevons et où nous tentons de la réaliser. Elle met sa fin, sa réalisation dans l'avenir. Et dans la manière d'agir, il y a l'espoir. C'est-à-dire le fait même de poser une fin comme devant être réalisée. Tu as certes dit que l'action humaine vise une fin dans l'avenir, mais tu as ajouté immédiatement après que cette action est vaine, était vaine. L'espoir est nécessairement déçu. Entre le garçon de café, un conducteur de peuple, Hitler ou Staline, un poivreau parisien, le militant marxiste parisien et Jean-Paul Sartre, entre tous ces gens, il y avait, semble-t-il, ceci de commun, que si tous se donnaient bien des fins, tous, tant qu'ils étaient, échouaient. Je n'ai pas exactement dit cela, tu exagères. J'ai dit qu'ils n'atteignaient jamais, en effet, exactement ce qu'ils avaient cherché. Qu'il y avait toujours un échec. Tu as affirmé que l'action humaine projette une fin dans l'avenir, mais tu as aussi dit que ce mouvement de la transcendance aboutissait à un échec. Tu nous as décrit dans L'être et le néant une existence qui projetait des fins en pure perte, quoique avec un parfait esprit de sérieux. L'homme se donnait des fins, oui, mais au fond, la seule fin qu'il désirait, c'était d'être Dieu, ce que tu appelais être cause de soi. D'où, bien sûr, l'échec. Eh bien, je n'ai pas tout à fait perdu cette idée de l'échec, encore qu'elle soit en contradiction avec l'idée même d'espoir. Il ne faut pas oublier que je ne parlais pas d'espoir au temps de L'être et le néant.
C'est plus tard que m'est venue peu à peu l'idée de la valeur de l'espoir. Je n'ai jamais envisagé l'espoir comme une illusion lyrique. J'ai toujours considéré, même quand je n'en parlais pas, que c'était une manière de saisir la fin que je me proposais, comme pouvant être réalisée. Tu ne parlais peut-être pas d'espoir, mais tu parlais de désespoir. Oui, je parlais de désespoir. Mais comme je l'ai bien souvent dit, ce n'était pas le contraire de l'espoir. Le désespoir, c'était la croyance que mes fins fondamentales ne pouvaient pas être atteintes et qu'en conséquence, il y avait là, dans la réalité humaine, un ratage essentiel. Et finalement, au temps de l'être le néant, je ne voyais dans le désespoir qu'une vue lucide de ce qu'était la condition humaine. Tu m'as dit un jour, j'ai parlé de désespoir, mais c'est de la blague. J'en ai parlé parce qu'on en parlait, parce que c'était la mode. On lisait Kierkegaard. C'est exact. Je n'ai jamais été désespéré pour ma part, ni n'ai envisagé de près ou de loin le désespoir comme une qualité qui pouvait m'appartenir. Par conséquent, c'était en effet Kierkegaard qui m'influençait beaucoup là-dessus. C'est curieux puisque tu n'aimes pas vraiment Kierkegaard. Oui, mais j'ai quand même subi son influence. C'était des mots qui me semblaient pouvoir avoir pour d'autres une réalité. Je voulais donc en tenir compte dans ma philosophie. C'était la mode, l'idée que quelque chose manquait dans mes connaissances, personnelles sur moi, dont je ne pouvais tirer le désespoir. Mais il fallait bien considérer que si les autres en parlaient, cela devait exister pour eux. Et remarque bien qu'on ne trouve plus guère ce désespoir dans mon œuvre. À partir de là, ça a été un moment. Je vois ça chez beaucoup de philosophes, à propos du désespoir et à propos de n'importe quelle idée philosophique. Ils en parlent par ouï-dire dans les premiers temps de leur philosophie et lui donnent une valeur importante, et puis petit à petit ils n'en parlent plus, parce qu'ils se rendent compte que le contenu n'existe pas, qu'il n'existe pas pour eux, qu'ils le tiennent des autres. C'est vrai aussi de l'angoisse. Je n'ai jamais eu d'angoisse. Ça, c'est des notions clés de la philosophie de 1930 à 1940. Ça venait aussi de Heidegger. C'est des notions dont on se servait tout le temps, mais qui ne correspondaient pour moi à rien. Certes, je connaissais la désolation ou l'ennui, la misère. La misère. Enfin, je la connaissais pour les autres. Je la voyais, si tu veux. Et l'angoisse et le désespoir, non. Enfin, ne revenons pas là-dessus, puisque ça ne concerne pas notre recherche. Si, c'est quand même important de savoir que tu n'as pas parlé d'espoir, et que quand tu parlais de désespoir, au fond, ce n'était pas ta pensée. Ma pensée était bien ma pensée. Mais la rubrique sous laquelle je la rangeais, le désespoir, m'était étrangère. Ce qui est le plus important pour moi, c'était l'idée d'échec. L'idée d'échec concernant ce qu'on pourrait appeler une fin absolue. Bref, ce qui n'est pas dit dans l'être et le néant, sous cette forme, c'est que chaque homme, par-delà les fins théoriques ou pratiques qu'il a à chaque instant et qui concernent par exemple des questions politiques ou d'éducation, etc., par-delà tout cela, chaque homme a une fin. Une fin que j'appellerais, si tu veux, transcendante ou absolue. Et toutes ces fins pratiques n'ont de sens que par rapport à cette fin. Le sens de l'action d'un homme, c'est donc cette fin qui est variable selon
selon les hommes d'ailleurs, mais qui a ceci de particulier qu'elle est absolue. Et l'espoir se lie à cette fin absolue, comme d'ailleurs l'échec. En ce sens que le véritable échec concerne cette fin. Il est inévitable cet échec? Ici, nous arrivons à une contradiction dont je ne suis pas encore sorti, mais dont je pense sortir avec ces conversations. D'une part, je garde l'idée que la vie d'un homme se manifeste comme un échec. Ce qu'il a tenté, il ne le réussit pas. Il ne réussit même pas à penser ce qu'il veut penser ou à sentir ce qu'il veut sentir. Cela aboutit en somme à un pessimisme absolu. Ce que je ne prétendais pas dans l'être et le néant, mais que je suis bien obligé de constater aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, depuis 1945, j'ai pensé de plus en plus, et actuellement je le pense tout à fait, qu'une caractéristique essentielle de l'action entreprise, comme je te le disais il y a un moment, c'est l'espoir. Et l'espoir, ça signifie que je ne peux entreprendre une action sans compter que je vais la réaliser. Et je ne pense pas, comme je te le dis, que cet espoir soit une illusion lyrique. Il est dans la nature même de l'action. C'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire que l'action étant en même temps espérance ne peut pas être dans son principe vouée à l'échec absolu et sûr. Ça ne veut pas dire qu'elle doit réaliser la fin nécessairement, mais elle doit se présenter dans une réalisation de la fin, posée comme future. Et il y a dans l'espoir même une sorte de nécessité. L'idée d'échec n'a pas de fondement profond en moi, en ce moment. En revanche, l'espoir en tant qu'il est rapport de l'homme à sa fin, rapport qui existe même si la fin n'est pas atteinte, c'est cela qui demeure le plus présent dans mes pensées. Prenons un exemple, celui de Jean-Paul Sartre. Enfant, il décide d'écrire, et cette décision le voue à l'immortalité. Que dit Sartre au soir de son œuvre? Que dit-il de cette décision? Ce choix des choix qui fut le tien, est-ce un échec? J'ai dit souvent que c'était un échec sur le plan métaphysique. Je voulais dire par là que je n'ai pas fait une œuvre sensationnelle du type de celle de Shakespeare ou de Hegel. Et donc, par rapport à ce que j'aurais voulu, c'est un échec. Mais elle me paraît très fausse, ma réponse. Bien sûr, je ne suis pas Shakespeare et je ne suis pas Hegel. Mais j'ai fait des œuvres que j'ai soignées autant que j'ai pu. Il y en a certaines qui ont été des échecs, assurément, d'autres moins, et d'autres ont été des réussites. Et ça suffit. Mais l'ensemble, par rapport à ta décision? L'ensemble est réussi. Je sais que je n'ai pas toujours dit la même chose, et sur ce point nous sommes en conflit, car moi je pense que mes contradictions importaient peu, que malgré tout je suis toujours resté dans une ligne continue. Voilà bien la visée droite. Là, tu ne penses pas que l'échec est inéluctablement lié à la position de la fin dans l'élément de l'absolu? Je ne le pense pas. D'ailleurs, si on veut aller jusqu'à l'ignoble, on peut estimer que je ne l'ai jamais pensé pour moi, tout en le pensant pour les autres. Je voyais comment ils se trompaient, comment même quand ils croyaient avoir réussi, c'était l'échec total. Et pour ma part, je me disais que le fait de penser ça et de l'écrire, je le réussissais. Et je réussissais d'une manière plus générale mon œuvre. Bien sûr,
Je ne le pensais pas clairement, sinon je me serais quand même aperçu de l'énorme contradiction. Mais je le pensais quand même. Mais qu'est-ce donc qui distingue le désir d'être du garçon de café, ce garçon bourré d'esprit de sérieux, et le désir d'immortalité de Sartre, tout ignoble mis à part? Je pense malgré tout que l'idée d'immortalité à laquelle je me laissais aller fort souvent quand j'écrivais, et jusqu'à ce que j'ai cessé d'écrire, c'était une rêverie. Je pense que l'immortalité existe, mais pas comme ça. J'essaierai de m'en expliquer un peu plus tard. Je pense que dans la manière dont je voulais l'immortalité telle que je la concevais, je n'étais pas si différent du garçon de café. Et que la manière dont je travaillais à mon œuvre était différente. Elle était propre. Elle était morale. Nous verrons ce que ça veut dire. Donc je considère qu'un certain nombre d'idées qui accompagnent nécessairement une action, par exemple l'idée d'immortalité, sont suspectes, sont troubles. Mon travail n'a pas été dirigé par la volonté d'être immortel. Mais est-ce qu'on ne peut pas partir de cette différence? Tu nous parles de l'œuvre comme d'un pacte de générosité, d'un pacte de confiance entre le lecteur et l'auteur. Tu en as toujours fait l'essentiel du travail de l'écrivain. Le travail social, le travail de l'écrivain. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce travail social l'expression d'un désir qui est au moins aussi fondamental que le désir d'être dont tu nous parles dans L'être et le néant? Si, mais je pense qu'il faut le définir. Je pense, si tu veux, qu'il y a une autre modalité que la modalité première de l'esprit de sérieux. C'est la modalité morale. Et la modalité morale implique que nous cessons, du moins à ce niveau-là, d'avoir pour fin l'être. Nous ne voulons plus être Dieu. Nous ne voulons plus être cause à soi, cause de soi. C'est autre chose que nous cherchons. Après tout, cette idée de cause à soi ne relève que d'une tradition théologique bien déterminée. Oui, si tu veux. Du christianisme à Hegel. Si tu veux, d'accord. C'est ça ma tradition. Je n'en ai pas d'autre. Ni la tradition orientale, ni la tradition juive. Elle me manque par mon historicité. Bon, et tu viens de prendre une distance par rapport à cette tradition en te dégageant de cette définition de l'être cause de soi, l'homme-dieu. Oui. Et je considère que la morale que nous envisageons n'est pas liée à la tradition du christianisme. Ce que nous devons envisager et les fins que nous devons chercher dans la morale ne sont certainement pas les fins que le christianisme nous offre. Le pacte de générosité nous renverrait en quelque sorte à un désir de société qui est au moins aussi fondamental que ce que l'esprit de sérieux appelle le désir d'être. Je le pense. Et il faudrait bien définir ce que veut dire ici société. Ce n'est pas la démocratie ou pseudo-démocratie de la Ve République. Il s'agit d'un tout autre rapport des hommes entre eux. Ce n'est pas non plus le rapport socio-économique que Marx envisageait. Dans ton débat épuisant avec le marxisme, n'as-tu pas cherché au fond ce qu'aujourd'hui on convient d'appeler le désir de société pour sortir de la dialectique de la mauvaise foi de l'être et le néant? Sans aucun doute. Tu crois ouvrir une perspective morale à la fin de l'être et le néant, et puis pas de livre de morale, mais ce débat avec le marxisme. Il
faut croire que ces deux choses sont intimement liées. Intimement. Tu as cru que, par le sens de l'histoire, tel que Hegel et le marxisme le définissaient, on pourrait peut-être contourner l'impasse où débouchait l'être et le néant. Oui, en gros seulement. Et puis j'ai pensé qu'il fallait aller tout à fait ailleurs. Et c'est ce que je fais à présent. Je te dirais que cette recherche des vraies fins sociales de la morale va avec l'idée de retrouver un principe pour la gauche, telle qu'elle est aujourd'hui. Cette gauche qui a tout lâché et qui est actuellement écrasée, qui laisse triompher une droite misérable. Et salope. Du moment que je dis la droite, pour moi, ça veut dire des salauds. Cette gauche-là, ou bien elle crève, mais alors c'est l'homme qui crève, à guerre. C'est l'homme qui crève à ce moment-là. Ou bien alors on lui retrouve des principes. Je voudrais que notre discussion soit ici à la fois l'esquisse d'une morale et la découverte du vrai principe de la gauche. Disons, si tu veux, que le principe de gauche a quelque rapport avec un désir de société. Absolument. Et avec l'espoir. Tu vois, mes œuvres sont un échec. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, ni de la manière dont je voulais le dire. Certaines fois, dans ma vie, cela m'a peiné profondément. Et d'autres fois, j'ai méconnu mes erreurs et pensé que j'avais fait ce que j'avais voulu. Mais à l'heure qu'il est, je ne pense plus ni l'un ni l'autre. Je pense que j'ai fait à peu près ce que j'ai pu, que ça valait ce que ça valait. L'avenir démentira beaucoup de mes affirmations. J'espère que certaines seront conservées. Mais de toute façon, il y a un mouvement lent de l'histoire vers une prise de conscience de l'homme par l'homme. À ce moment-là, tout ce qui aura été fait dans le passé prendra sa place, prendra sa valeur. Par exemple, ce que j'ai écrit, c'est ce qui donnera à tout ce que nous avons fait et ferons une sorte d'immortalité. Autrement dit, il faut croire au progrès. Et c'est peut-être une de mes dernières naïvetés. Revenons, si tu veux bien, à ton débat avec les révolutionnaires. Tu disais partager leur faim, mais tu conservais au fond une méfiance, pourvu qu'ils ne parviennent pas à ces fins. Tu l'as dit plus ou moins en ces termes. Tu n'étais, toi, qu'un compagnon de route. Est-ce que ça n'a pas favorisé un système de double pensée? Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas une double pensée. C'est que je trouve que tout parti est nécessairement bête. Parce que les idées viennent d'en haut, en affectant la forme de ce qui se pense en bas. C'est la meilleure manière de faire une idée stupide. Parce que, bien sûr, c'est en bas que doit se forger la pensée. Il ne faut pas la prévoir à partir du haut. C'est pour ça que l'idée même de parti me répugne depuis que j'ai 20 ans. Il faut reconnaître qu'un parti n'a de vérité et ne songe pas à en avoir. Il a des intentions, et bien un certain chemin. Compagnon de route, ça veut dire précisément pour moi le type qui essaie de penser la vérité en dehors du parti, avec l'espoir que le parti en fera usage. Résultat possible de cette pratique du compagnon de route, Romain Rolland arrive en Union soviétique dans les années 30, au moment donc de la collectivisation forcée, de la liquidation des paysans par centaines de milliers, de la nuit de l'esprit, et déclare « J'ai vu en Union soviétique un élargissement remarquable des droits de l'esprit humain. » Romain Rolland n'est pas un penseur remarquable.
Jean-Paul Sartre arrive en 1954 en Union soviétique, fait un petit tour officiel, et puis déclare en rentrant dans un grand journal du soir que l'URSS est le pays où il y a le plus de liberté. C'est vrai que j'en pensais du bien, moins que tu ne sembles le penser. Mais c'est que je me défendais d'en penser du mal. Mais dis donc, le compagnon de route a de drôles d'habitudes intellectuelles. Je ne dis pas qu'un compagnon de route soit parfait. Ça n'est pas simple. En fait, je ne cherche pas actuellement à défendre le compagnon de route, parce que le malheur, c'est que ses idées sont destinées au parti et jamais acceptées par lui. Un parti bête, au sens où tu l'as défini, et un compagnon de route, c'est-à-dire un intellectuel qui, lui, aurait, en tant qu'intellectuel, une idée de la vérité. L'un plus l'autre, ça donne quelque chose qui a échoué lamentablement. Tu le sais bien. Je le sais. Je le sais. Ah, mais alors, tu sembles encore faire une espèce d'éloge posthume du compagnon de route. Je dis simplement qu'actuellement, les partis sont foutus. Il est bien évident que d'ici 20 ou 30 ans, les grands partis de gauche ne seront plus ce qu'ils sont. Peut-être même y en aura-t-il un ou deux qui auront rendu l'âme. Quelque chose va se produire d'autre, où il n'y aura plus exactement de compagnons de route. Ce sera, je l'ai expliqué, des mouvements de masse pour des fins définies et particulières. Dans ces mouvements de masse, la notion de compagnon de route n'a plus de sens. Donc il rend l'âme, ton compagnon de route. J'aimerais que l'on fasse un constat de décès. Qui est mort? Une sinistre canaille? Un nigo, un gogo? Ou un être foncièrement bon? Je dirais un être pas mauvais. Pas gogo nécessairement. Il pouvait l'être dans certaines circonstances, quand il cédait à des exigences du parti. Il devenait un nigo, un gogo. Mais il pouvait aussi ne pas céder, et alors il n'était pas si mal. Simplement, c'est le parti qui rendait la chose insupportable. Il était compagnon de route parce qu'il y avait un parti. Bon, parlons clair. Cette figure-là, est-ce que c'est un échec qui fait partie de l'ensemble des échecs qui ont sapé la pensée de gauche depuis 40 ans? Selon moi, oui. Que penses-tu aujourd'hui de cet aspect de ton activité? J'ai été très peu compagnon de route. Je l'étais en 51, 52. Je suis allé en URSS vers 54. Et presque tout de suite après, avec les événements de Hongrie, j'ai rompu avec le parti. C'est ça mon expérience de compagnon de route. 4 ans. Et d'ailleurs, c'était secondaire chez moi, puisque je faisais autre chose à ce moment-là. Ne retrouve-t-on pas le soupçon de double pensée? J'ai toujours dit que je pensais autre chose que ce que pensait le parti. Ce n'est pas du double jeu. Je me persuadais à certains moments que les pseudo-idées du parti devaient contenir des vérités, s'appuyer sur une base solide et que leur aspect sot n'était que superficiel. En fait, j'étais impressionné parce que le Parti communiste se disait le parti des ouvriers. Je pense que c'est une erreur. L'intellectuel a besoin de trouver quelque chose à quoi s'accrocher. Et moi, j'avais trouvé ça comme tant d'autres. Parlons de ce besoin qu'a l'intellectuel de s'accrocher. Comment se fait-il que ce besoin est finalement t'es conduit et conduit tant d'autres, à s'accrocher au rocher stalinien? Ce n'était pas le stalinisme. Le stalinisme était mort avec Staline. À présent, on emploie l'expression de stalinisme pour désigner n'importe quoi. Comment se fait-il que des intellectuels aient eu besoin de s'accrocher, c'est-à-dire de trouver un appui, un fondement dans cette saloperie-là? Parce qu'il s'agissait de trouver un avenir à la société.
Il fallait que la société cesse d'être la merde qu'elle est aujourd'hui, partout. Je ne pensais pas changer le monde à moi tout seul et par ma propre pensée. Mais je distinguais des forces sociales qui tentaient d'aller de l'avant et je trouvais que ma place était au milieu d'elles. Est-ce qu'on ne voit pas plus clair sur un point important? Au départ, intellectuel totalement indépendant, ne se préoccupant pas du Parti communiste, écrit L'être et le néant et ne parvient pas à fonder l'espoir, à donner un contenu positif à cette transcendance qui se projette vers des fins à venir. Il n'y arrive pas, mais ne cherche pas non plus. L'intellectuel indépendant ne se met pas en quatre pour trouver au sein de la saloperie du PC une vérité. Non, il élabore une pensée sans rendre de compte à personne. Mais c'est l'impasse. Et à travers la résistance, tu entrevois un contenu. Tu supposes que ta conclusion antérieure n'était pas juste. Et pour donner un contenu à l'avenir, en fait, tu as recours à une délégation. Oui, j'ai besoin d'hommes réunis parce qu'on ne pourra pas, à une seule ou plusieurs unités séparées, secouer le corps social et le faire s'effondrer. Il faut supposer un corps de gens qui luttent. Très bien. Tu arrives vite à poser, comme étant le point clé d'une pensée de la Révolution, donc de l'avenir, la question du groupe, de l'union d'une pluralité d'hommes pour agir. Tu vas écrire un livre de plus de 800 pages pour établir une théorie des ensembles pratiques. Oui, un livre qui n'est pas fini. Et qui devait avoir 800 pages de plus. Or, pour faire cette théorie des ensembles pratiques, tu es obligé de recourir à une représentation de la fin ultime de l'histoire. Tu l'empruntes au marxisme. La classe ouvrière est chargée d'achever la préhistoire humaine. Faisons donc le compte. On voit que tu es déporté d'une première définition de la fin ultime comme échec à une deuxième définition de la fin ultime comme achèvement de l'histoire par le prolétariat. Sans jamais oublier l'échec. Dans la critique de la raison dialectique, c'est vrai qu'on voit l'échec, parce que chaque fois qu'on s'attend à rencontrer la fraternité, on bute sur la terreur. Mais le fait est que le principe du mouvement de pensée dans la critique de la raison dialectique, c'est qu'il y a une fin ultime. Il devait y avoir une deuxième partie sur cette fin ultime. Et comme tu le sais, je ne l'ai pas faite. Aucune des deux définitions que tu as proposées n'est donc satisfaisante. La première, puisque tu l'as abandonnée pour la deuxième, et la deuxième, puisque, si j'ose dire, notre époque l'abandonne. Je supposais que l'évolution par l'action serait une série d'échecs, d'où sortirait imprévu quelque chose de positif qui était contenu dans l'échec, mais ignoré de ceux qui avaient voulu réussir. Et que ce sont ces réussites partielles, locales, difficilement déchiffrables par les gens qui ont fait le travail, qui d'échec en échec réaliseraient un progrès. C'est comme ça que j'ai toujours compris l'histoire. Est-ce l'expérience de la vieillesse qui contribue à modifier ta pensée? Non. Tout le monde me traite en vieillard. J'en ris. Pourquoi? Parce qu'un vieillard ne se sent jamais un vieillard. Je comprends d'après les autres ce que la vieillesse implique chez celui qui la regarde du dehors. Et je ne sens pas ma vieillesse. Donc ma vieillesse n'est pas une chose qui en elle-même m'apprend quelque chose. Ce qui m'apprend quelque chose, c'est l'attitude des autres vis-à-vis de moi. Autrement dit, le fait que je suis pour autrui vieux, c'est être vieux profondément. La vieillesse, c'est une réalité mienne
que les autres sentent. Ils me voient, disent « ce vieux bonhomme », et ils sont aimables parce que je mourrai bientôt. Et puis ils sont respectueux, etc. Ce sont les autres qui sont ma vieillesse. Fais attention à ceci. Malgré la manière dont tu participes à ce dialogue, en effaçant ta personnalité et en parlant de moi, nous travaillons ensemble. En quoi ce « nous » a-t-il été déterminant pour la modification de ta pensée et pourquoi l'as-tu accepté? Originellement, comme tu sais, j'avais besoin de dialoguer avec quelqu'un qui, d'abord, me paraissait devoir être un secrétaire. J'étais obligé de dialoguer parce que je ne pouvais plus écrire. Et je t'ai proposé d'être cela. Et je me suis rendu compte tout de suite que tu ne pourrais pas être un secrétaire. Il fallait que je t'accepte dans la méditation même. Autrement dit, que nous méditions ensemble. Et ça a changé complètement mon mode de recherche. Parce que jusqu'ici, je n'ai jamais travaillé que seul, assis à une table avec un stylo et du papier devant moi. Tandis que là, nous formons des pensées ensemble, parfois nous restons en désaccord, mais il y a là un échange que je ne pouvais sans doute songer à faire qu'au moment de la vieillesse. Est-ce un moindre mal? Au départ, oui. Et ensuite, cette collaboration, ça ne pouvait plus être un moindre mal. C'était une chose abominable, c'est-à-dire, c'était ou une chose abominable, c'est-à-dire ma pensée diluée par un autre, ou quelque chose de neuf, c'est-à-dire une pensée se formant à deux. J'écris. Et les pensées que j'offre aux gens par écrit sont universelles. Mais elles ne sont pas plurielles. Elles sont universelles, c'est-à-dire que chacun, en les lisant, formera ses pensées. Bien ou mal. Mais elles ne sont pas plurielles. En ce sens qu'elles ne sont pas produites par une rencontre de plusieurs personnes et ne portent la marque que de moi seul. Une pensée plurielle n'a pas d'entrée privilégiée. Elle est abordée par chacun à sa manière. J'ai pensé que ce que tu pouvais dire pour modifier une idée qui venait de moi, tes objections, ou une manière autre de voir l'idée, etc., c'était l'essentiel. Essentiel parce que ça ne me mettait non plus en face d'un public imaginé derrière la feuille de papier, ce qui a toujours été pour moi, mais en face des réactions mêmes que mes idées devaient susciter. Alors à ce moment-là, tu devenais infiniment intéressant pour moi. De même, il y avait une chose qui a beaucoup compté. Tu as commencé à penser à la philosophie à 15 ans à partir de mes livres. Et tu t'en souviens fort bien, beaucoup mieux que moi. Alors dans les entretiens, c'est important, tu me ramènes de temps en temps à ce que j'ai dit en 1945 ou en 1950. Pour me mettre en face de ce qu'il peut y avoir dans mes idées actuelles qui contredisent ou reprennent mes idées passées. Donc finalement, tu es extrêmement utile. Au temps des réflexions sur la question juive, tu avais pensé que le juif, disons-le d'une formule provocante,
était une invention de l'antisémite. En tout cas, il n'y avait pas de pensée juive, il n'y avait pas d'histoire juive. Tu as modifié ta pensée? Non. Je garde cela comme une description superficielle du juif tel qu'il est dans le monde chrétien, par exemple. Quand il est constamment happé, à tous les coins de rue, par la pensée antisémite qui le dévore et qui essaie de le penser, de le prendre jusqu'au plus profond de lui-même. Certes, le juif est victime de l'antisémite. Seulement je bornais à cela l'existence du juif. Pourtant j'en connaissais. Alors qu'il est, je pense qu'il y a une réalité juive par-delà les ravages de l'antisémitisme sur les juifs. Il y a une réalité profonde du juif, comme du chrétien. Très différente, bien sûr, mais du même type par rapport à certains ensembles. Le juif se considère comme ayant un destin. Il faudrait que j'explique comment je suis venu à penser ça. J'allais te le demander. C'est en fréquentant plus de juifs après la libération. Avant, j'en connaissais, certes, mais je n'avais pas de liaison profonde avec eux. Après, j'ai connu Claude Lanzmann, qui est devenu un de mes excellents amis. Ensuite, j'ai adopté ma fille, qui est juive, Arlette. J'ai donc vécu souvent avec elle et je sais comment elle pense. Et puis, je t'ai rencontré, nous avons travaillé ensemble et nous avons aussi des moments de vie, disons, des moments plus relâchés, plus quotidiennes ensemble. Par conséquent, j'ai beaucoup plus une vue sur les préoccupations juives. C'est cela ce qui a changé. C'est cela qui a changé essentiellement. Dans le fond, jusqu'à la question juive, j'étais surtout hostile à l'antisémitisme. Et la question juive est une déclaration de guerre aux antisémites, rien de plus. Quand je lis il y a 17 ans les réflexions sur la question juive, le livre fonctionne comme légitimation admirable de mon désir de guerre contre l'antisémitisme. Mais en même temps, tu m'assures que si cette guerre est victorieuse, je découvrirai ce que je rêve de découvrir. Que je suis un homme, pas un juif. Le livre légitimait aussi obscurément une forme de reniement de soi. Je ne le pensais pas alors, remarque bien. C'est possible. Tu l'as senti comme cela et je pense que d'autres ont pu le sentir ainsi. C'est qu'il manquait précisément la réalité du juif. Remarque que ce type de réalité, qui est en somme métaphysique, comme celle du chrétien d'ailleurs, prenait très peu de place à l'époque dans ma philosophie. À présent, je vois les hommes autrement. J'ai eu la curiosité de chercher quelle pouvait être de l'intérieur la réalité juive. Mais voilà, arriver à comprendre le juif de l'intérieur, vraiment, je ne peux pas. Il faudrait être lui. Aussi, la plupart des choses importantes sur les juifs sont écrites en langue étrangère, en particulier en hébreu, quelquefois en yiddish. Tu aurais peut-être pu surmonter cet obstacle. Ce n'est pas un obstacle définitif pour un Français qui ne sait pas l'hébreu. Il n'a qu'à l'apprendre. Mais il y a tout de suite beaucoup de temps entre le temps où il commence et le moment où il pourra lire les livres qui lui importent. Bref, je ne peux pas aller jusqu'au bout de ma connaissance de la réalité juive. Mais je peux voir des principes, des débuts de chemin qui pourraient me mener jusqu'à elle. 'elle. 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 '
Mais quand tu as écrit les réflexions, tu as bien réuni de la documentation. Non, Comment non? jamais. J'ai fait la question juive sans aucune documentation, sans lire un livre juif. Mais comment tu fais? J'ai écrit ce que je pensais, Mais à partir de quoi? à partir de rien, à partir de l'antisémitisme que je voulais combattre. Tu aurais ouvert n'importe quel livre. Par exemple, celui que tu viens de lire, L'histoire d'Israël de Baron. Ça t'aurait peut-être amené à ne pas écrire qu'il n'y a pas d'histoire juive. Je me rends compte en lisant le Baron que ça n'aurait pas secoué mon point de vue d'alors. Pourquoi donc? Parce qu'au moment où j'ai dit « il n'y a pas d'histoire juive », je pensais l'histoire sous une forme bien définie. L'histoire de la France, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de l'Amérique, des États-Unis. En tout cas, l'histoire d'une réalité politique souveraine avec une terre et des rapports avec d'autres États comme elle. Alors qu'il fallait penser que l'histoire pouvait être autre chose, si l'on voulait dire qu'il y a une histoire juive. Il fallait concevoir l'histoire juive non seulement comme l'histoire d'une dissémination des Juifs à travers le monde, mais encore comme l'unité de cette diaspora, l'unité des Juifs dispersés. Le juif, dans sa réalité profonde, peut donc permettre de décrocher par rapport à la philosophie de l'histoire? Précisément. La philosophie de l'histoire n'est pas la même s'il y a une histoire juive ou s'il n'y en a pas. Or, il y a une histoire juive, c'est évident. Autrement dit, l'histoire que Hegel a installée dans notre paysage a voulu en finir avec le juif. Et c'est le juif qui permettra de sortir de cette histoire qu'a voulu nous imposer Hegel. Absolument. Parce que ça prouve qu'il y a une unité réelle des Juifs dans le temps historique. Et cette unité réelle n'est pas due à un rassemblement sur une terre historique, mais à des actes, à des écrits, à des liens qui ne passent pas par l'idée de patrie, ou qui n'y passent que depuis quelques années. D'où vient, selon toi, cette unité de la réalité juive? C'est précisément ce que j'ai essayé de comprendre. Mais, à bien considérer, je crois, que l'essentiel chez le juif, c'est que depuis plusieurs milliers d'années, il a un rapport avec un seul Dieu. Il est monothéiste. Et c'est ce qui le distinguait de tous les anciens peuples qui avaient tous des pluralités de dieux. Et c'est ce qui l'a rendu absolument essentiel et autonome. Ce rapport avec Dieu était en plus très particulier. Ce qui est neuf, c'est ce qui en ce Dieu-là se mettait en rapport avec les hommes. Le rapport qui caractérise les Juifs, c'est un rapport immédiat avec ce qu'ils appelaient le nom, c'est-à-dire Dieu. Dieu parle aux Juifs, le Juif entend sa parole, et à travers tout cela, ce qu'il y a de réel, c'est une première liaison métaphysique. Liaison métaphysique de l'homme juif avec l'infini. C'est ça, je crois, la première définition du juif ancien. L'homme qui toute sa vie déterminée, en quelque sorte réglée par son rapport avec Dieu. Et toute l'histoire des Juifs consiste justement en ce premier rapport. Dis-moi, en quoi ce rapport à un Dieu unique, ce destin d'Israël, te concerne-t-il? Mais ce n'est pas non plus le nom qui a du sens pour moi. L'essentiel, c'est que le Juif a vécu et qu'il vit encore métaphysiquement. Alors c'est le caractère métaphysique du Juif qui t'intéresse. C'est son caractère métaphysique qui est venu par la religion. Bien sûr. Et alors c'est ça qui t'intéresse? Cela. Mais c'est aussi le fait qu'il a un destin. C'est la même chose, non? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je veux dire quelque chose de bien précis.
la religion juive implique une fin de ce monde-ci et l'apparition au même moment d'un autre monde. Un autre monde qui sera fait de celui-ci, mais les choses seront autrement disposées. Il y a un autre thème qui me plaît aussi. Les morts juifs et autres, d'ailleurs, ressusciteront, reviendront sur terre, contrairement à la conception chrétienne. Ils n'ont donc pas, les morts juifs actuels, d'existence autre que tombale. Et ils renaîtront comme vivants dans ce nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est la fin. En quoi cela t'intéresse-t-il? La finalité à laquelle tout juif tend plus ou moins consciemment, mais qui doit finalement réunir l'humanité. C'est cette fin, au fond, sociale aussi bien que religieuse, que seul le peuple juif... On voit bien comment tu as pu être sensible à l'idée de la fin de la préhistoire humaine que tu as trouvée chez Marx. Elle pouvait donner de la consistance à ta pensée du projet individuel. Mais en quoi cette fin messianique juive peut-elle t'intéresser aujourd'hui? Précisément parce qu'elle n'a pas l'aspect marxiste, c'est-à-dire l'aspect d'une fin définie à partir de la situation présente et projetée dans l'avenir, avec des stades qui permettront de l'atteindre en développant certains faits d'aujourd'hui. Tu peux préciser ce point? Elle n'a rien de cela, la fin juive. Si tu veux, c'est le commencement de l'existence des hommes les uns pour les autres, c'est-à-dire une fin morale, ou plus exactement, c'est la moralité. Le juif pense que la fin du monde, de ce monde, et le surgissement de l'autre, c'est l'apparition de l'existence éthique des hommes les uns pour les autres. Oui, mais le juif n'attend pas la fin du monde telle que tu l'as décrite pour assumer l'éthique. Nous aussi, les non-juifs, nous avons une recherche de l'éthique. Il s'agit de trouver la fin dernière, c'est-à-dire le moment où vraiment la morale sera simplement la manière de vivre des hommes, les uns par rapport aux autres. Le côté règle, prescription qu'elle a à présent, elle ne l'aura plus sans doute. Ça a été souvent dit. D'ailleurs, ce sera la manière de former les pensées, de former les sentiments. Oui, mais le juif a pensé qu'il peut y avoir un dépassement, si on peut dire ce mot avec innocence encore, de la loi par le haut, non par le bas. Ce n'est pas en mettant entre parenthèses les règles, comme tu dis, toute pensée de règles aujourd'hui, qu'est préparée cette fin où il y a abolition de la règle. L'homme moderne a prétendu contourner la règle par en bas, par la transgression, ou alors en décrétant que toute idée de loi était caduque. Absolument. C'est pour cela d'ailleurs que, pour moi, le messianisme est une chose importante que les Juifs ont pensé, seuls, de cette manière, mais qui pourrait bien être utilisée par des non-juifs pour d'autres buts. Pourquoi d'autres buts? Parce que le but des non-juifs auxquels je m'associe, c'est la révolution. Et qu'est-ce qu'on entend par révolution? La suppression de la société présente et son remplacement par une société plus juste, où les hommes pourront avoir de bons rapports les uns avec les autres. Cette idée de la révolution date maintenant de longtemps. De deux choses l'une. Ou bien tu retrouves... Les révolutionnaires veulent réaliser une société qui serait humaine et satisfaisante pour les hommes. Mais ils oublient qu'une société de ce genre n'est pas une société de fait. C'est une société, pourrait-on dire, de droit. C'est-à-dire une société dans laquelle les rapports entre les hommes sont moraux. Eh bien, cette idée de l'éthique comme fin dernière de la révolution, c'est par une sorte de messianisme qu'on peut la penser vraiment. Bien sûr, il y aura des problèmes économiques immenses, mais précisément,
À l'opposé de Marx et des marxistes, ces problèmes ne représentent pas l'essentiel. Leur solution est un moyen, dans certains cas, d'obtenir un véritable rapport des hommes entre eux. N'oublie pas que le juif a une longue expérience de faux messianisme. La conjonction de l'homme juif et de l'homme de gauche, même en supposant la redéfinition de ce dernier, ne va certes pas de soi. Et pourtant, la réalité juive doit rester dans la révolution. Elle doit y apporter la force de la morale. Bref, car il faut bien s'arrêter. Tu recommences à 75 ans? À vrai dire, il m'est arrivé 2 fois la même chose dans ma vie. Je veux dire la tentation du désespoir. La première fois, c'était en 1939-1945. Je sortais de ma jeunesse. Je ne faisais pas de politique, je m'occupais de littérature. Je vivais avec mes amis et j'étais heureux. Ma vie se dessinait. Survint la guerre et petit à petit, surtout après la défaite et l'occupation allemande, je me suis senti complètement privé du monde que je croyais avoir devant moi. Je me trouvais devant un monde de misère, de maléfice et de désespoir. Mais j'ai refusé cette possibilité de désespoir qui était si fréquente autour de moi. Je me suis allié avec des amis qui ne désespéraient pas, qui pensaient qu'on pouvait lutter pour un avenir heureux, bien qu'il n'y eût aucune possibilité pour que cet avenir existât. On devait résister, sans doute, mais les véritables destinées de la guerre étaient hors de nous, chez les Anglais, chez les Américains. Là, j'ai senti la non-existence, la banalité quotidienne comme menaçant chaque Français, me menaçant. Et si j'ai cru malgré tout au recul du pouvoir nazi et à la fin de la guerre, c'est à cause de quelque chose en moi. L'espoir, qui n'a jamais été mis longtemps en déroute. Puis la guerre se termina. J'ai eu à partir de ce moment-là une vie pas toujours heureuse, mais fortement marquée de débats, de causes à défendre, avec une pensée qui menaçait quelquefois de désespérer, comme au moment de la guerre de Corée, mais qui se reprenait vite. Et puis, petit à petit, quelque chose encore une fois s'est mis à se défaire. En 1975, j'étais encore celui qui avait été remué par mai 1968 et qui, dans le fond, essayait d'associer ses idées aux idées 68ardes, sans trop de contradictions. Et puis, la situation internationale est devenue ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un triomphe des idées de droite, chez les gouvernements du moins, dans presque toutes les nations. Tu mets parmi les idées de droite l'Union soviétique? Naturellement. Et les Américains, les Suédois... Les Suédois? Oui. Leur nouveau gouvernement est à droite. D'autre part, la guerre froide tend à renaître. L'invasion de l'Afghanistan est un fait particulièrement troublant. Avec cette troisième guerre mondiale qui peut éclater un jour, avec cet ensemble misérable qu'est notre planète, revient me tenter le désespoir. L'idée qu'on n'en finira jamais, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a que de petites fins particulières pour lesquelles on se bat. On fait de petites révolutions, mais il n'y a pas une fin humaine. Il n'y a pas quelque chose qui intéresse l'homme.
il n'y a que des désordres. On peut penser une chose comme ça, elle vient vous tenter sans cesse. Surtout quand on est vieux et qu'on peut penser. Eh bien, de toute façon, je mourrai dans 5 ans au maximum. En fait, je pense 10, et ça pourrait bien être 5. En tout cas, le monde semble laid, mauvais et sans espoir. Ça, c'est le désespoir tranquille d'un vieux qui mourra là-dedans. Mais justement, je résiste. Et je sais que je mourrai dans l'espoir. Mais cet espoir, il faut le fonder. Il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, et qu'à un moment dans le long développement historique, que l'espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections. Et comment je ressens encore l'espoir comme ma conception de l'avenir. Je le comprends maintenant, je n'avais pas entendu la voix de Sartre pendant que je dialoguais avec lui. Et aujourd'hui, je l'entends. Je pensais que Sartre, comme d'habitude, exceptionnelle habitude, avait fait retour au cogito pour dire ce qu'il pensait. Il s'enfonce dans son fauteuil immense et il recommence. Tout est possible. Sartre m'avait appris à penser aujourd'hui comme s'il ne comptait pas les pensées d'hier. Celle-ci reviendrait, s'il y avait encore lieu. Je croyais retrouver le cogito. J'assistais à la naissance de l'âme, telle que l'a dit le Phédon. Détachement des intérêts et rassemblement de soi. Ascèse, au sens que le Foucault des dernières années nous a pris à redécouvrir. Ascèse que l'écho du scandale visa à dissimuler entièrement. Merci.